Je crois que si j'ai été amenée à travailler sur l'anti-intellectualisme, c'est aussi parce que mon père est ouvrier, ma mère est enseignante, et que tous les deux croient très fort dans l'ascension par le travail, par le savoir et par l'école. J'ai été de ce fait assez sensible au positionnement de beaucoup d'auteurs anti-intellectualistes qui se trouvent dans une sorte d'entre-deux. Et ce que je prenais à l'origine pour un discours de droite, pour une sorte de réflexe populiste, s'est avéré beaucoup plus complexe que ça et m'a amené jusqu'à Proudhon. Et c'est en découvrant Proudhon que j'ai découvert que le discours anti-intellectualiste avait aussi porté des rêves d'égalité sociale. Je m'appelle Sarah Almatari, j'ai 40 ans, je suis maître de conférences en littérature. Je m'intéresse au processus de sélection des auteurs pour montrer que finalement ces sélections-là ont amené à occulter l'essentiel de la production littéraire. Ça me semble capital aujourd'hui de travailler sur les genres de circonstances, sur la presse, sur les opuscules, sur la chanson, sur les graffitis même, pour pouvoir saisir, embrasser la totalité de ce que Marc Angenot appelle le discours social. Le livre commence bien avant l'affaire Dreyfus. Il s'articule autour de deux révolutions. Une révolution économique, qui est la révolution industrielle, qui pose la question fondamentale de la division du travail et du partage entre travailleurs intellectuels et travailleurs manuels. Et je montre comment l'arrivée de la machine et les processus de mécanisation jouent un grand rôle dans la répartition, mais aussi les hiérarchies entre travailleurs intellectuels et travailleurs manuels. Le deuxième moment très important, c'est la Révolution française, cette révolution politique qui accorde une place nouvelle aux citoyens, un citoyen qui se doit d'être éduqué et va se poser très vite la question de qui doit éduquer ce citoyen-là. Est-ce qu'il doit s'auto-éduquer ou est-ce qu'il doit être éduqué par d'autres, ce qui supposerait donc la formation d'une élite et supposément d'une élite intellectuelle. On va très vite se demander quelle est la légitimité de cette partie de la population qui prétend former l'autre partie de la population. Et ça va entraîner de très nombreux débats sur la légitimité des élites, qui sont aussi des élites politiques. Ce qui m'a vraiment passionnée, c'est de retracer les polémiques qui se multiplient autour de cette figure de l'intellectuel. Et ce qui est très intéressant dans ces polémiques, c'est qu'on observe une réversibilité des griefs et parfois des superpositions des griefs. C'est-à-dire qu'un même personnage va être tantôt taxé d'intellectuel ou d'intellectualisme et tantôt taxé d'anti-intellectualisme et assimilé à un anti-intellectuel. Des gens comme Maurice Barrès vont être à certains moments de leur carrière intellectualistes et à d'autres farouchement anti-intellectualistes. Le discours anti-intellectualiste émane en général de Paris. J'ai recensé qu'un seul exemple de discours provincial, c'est la querelle de la Grande Chartreuse. Cette querelle éclate entre les deux guerres dans les années 1920, lorsque, après l'expulsion des moines chartreux, le monastère vide et à l'abandon est récupéré par le Conseil général de l'Isère qui prétend y installer un sanatorium pour intellectuels fatigués. C'est l'appellation d'époque. Je recommanderais le livre de Christine Ross, qui est paru en anglais en 1988, mais qui a été republié par les éditions Amsterdam récemment en 2020. Dans ce livre, Christine Ross, qui est une historienne de la littérature américaine, se réclame d'une histoire sociale de la littérature et elle explique que ce qui la motive aussi, c'est qu'elle a la sensation que les approches les plus formalistes, les plus proches du texte relèvent finalement d'un ancien partage qui est celui de la division du travail et pour elle ces approches-là relèveraient finalement des hiérarchies qui ont mis le travail intellectuel au-dessus du travail manuel. Le travail manuel, pour elle, en tant que littéraire, c'est le fait de travailler sur la matérialité des supports, c'est le fait de se confronter à des sources qui ne soient pas canoniques, c'est le fait de toujours bien contextualiser et bien historiciser les choses. Et ça me paraît une bonne manière de concilier ces injonctions contradictoires que j'évoquais tout à l'heure.